Alors nous allons continuer notre périple autour des sujets gare et économie, avec aujourd'hui un thème à la fois, je dirais, qui a déjà fait l'objet de longs développements, mais qui en même temps intéresse toujours, qui est effectivement les interactions entre les gares et les territoires, dans les deux sens. Qu'est-ce que l'arrivée d'une gare et de ce que ça suppose en termes de desserte apporte à un territoire, ou n'apporte pas d'ailleurs, et à quelles conditions, et à l'inverse, qu'est-ce que le territoire, et en particulier le quartier, apporte à la gare? Aujourd'hui, quand on travaille sur le développement des territoires, on réalise que les acteurs du développement local ont assez peu intégré le changement très rapide des logiques de développement territorial. On est passé de lieux qui étaient considérés comme des délaissés, et d'un seul coup, on a accumulé toutes les demandes sur ces quartiers. D'une part, des demandes économiques. On leur a demandé aussi, d'un point de vue urbain, d'être des lieux de centralité qui permettaient de répartir, d'épaissir les centres-villes de nos métropoles qui étaient souvent très restreints et limités aux quartiers historiques. Enfin, on leur a fait des demandes de nature environnementale qui étaient de favoriser un transfert des déplacements quotidiens, les transports domicile-travail, de la voiture vers le train et vers les transports collectifs. Sur le potentiel urbain, la gare idéale, elle est entre 1 et 4 km du centre-ville. Il ne faut pas qu'elle soit trop proche, parce que sinon il y a une confusion des deux centres et on n'a pas le bénéfice d'avoir une deuxième centralité. Et si elle est trop éloignée, la mayonnaise ne prend pas et sa fonction de centralité ne se joue pas. En ce qui concerne le quartier tertiaire, il faut aussi qu'il ait une masse critique suffisante pour qu'il y ait une crédibilité. Je pense que le seuil des 50 000 m², au moins en annonce, est un niveau qui permet de dire qu'il va vraiment se passer quelque chose à cet endroit-là. La relation entre la gare et le territoire dépend beaucoup du point de vue de celui qui le regarde. Alors, le premier service de la gare, ne l'oublions pas, c'est d'assurer un service aux transporteurs. Alors, le transporteur ferroviaire, s'il n'y en a qu'un, les transporteurs, s'il y a une ouverture à la concurrence. Si on élargit le spectre, et là, le territoire commence à s'élargir, on a bien sûr les services aux voyageurs, depuis les services qui sont directement liés au système de transport, jusqu'à tous les autres services imaginables dans les gares. Ce qui est clair, c'est que le rebond du ferroviaire, notamment avec le TGV, mais aussi avec le TER, c'est typiquement quelque chose qui correspond à une demande d'optimisation de la mobilité. Les projets de territoire poussent les individus à aller vers à abandonner les préférences individuelles des gains de temps pour s'approprier des préférences collectives sur ce que sont les territoires. Et bien évidemment, je ne suis obligé de terminer en tant qu'économiste par cette question fondamentale. Il y a très peu de gares qui peuvent rapporter de l'argent. Faire du business avec des gares, ce n'est pas possible sur, j'allais dire, 99% des gares en France. Donc, par définition, il faut de l'argent public qui vienne apporter des éléments pour faire fonctionner ces gares. Et ça, bien sûr, en période de rareté des fonds publics, c'est une question qui va nous occuper. Une gare, c'est d'abord donc un choix de localisation. Comme cela a été très justement rappelé, les choix de localisation ont toujours été, ou presque quand même, en périphérie, même si c'est en périphérie du centre, pour des raisons de disponibilité de terrain. Mais il faut savoir que dans un certain nombre de villes, des gares périphériques sont toujours périphériques. Parce que vous avez des villes qui se sont très peu développées, contrairement à ce qu'on pensait. Donc le phénomène qui pourrait se produire, et que vous avez évoqué tout à l'heure pour Mâcon-Locher ou pour Avignon, il s'est déjà produit dans le passé, en réalité, on peut déjà le constater. Toute gare est un marqueur de son territoire, et en même temps que tout territoire se lie aussi dans sa gare. Et donc la gare est un élément de lecture extrêmement intéressant, pas seulement d'un point de vue architectural, pas seulement par son importance en matière de transport, pas seulement par son importance par les activités dérivées qui en résultent, mais aussi pour la gouvernance territoriale. Si on tente de synthétiser les trois grandes tendances qui ont caractérisé historiquement les transformations des gares, c'est le bâtiment qui en effet a longtemps été délaissé après avoir été célébré à la fin du 19e siècle comme cathédrale ferroviaire, mais qui a été délaissé au cours du 20e siècle et qui désormais devient un emblème du projet urbain. Deuxième chose, c'est dans ses fonctions. Les gares, c'est d'abord pour faire passer des trains,
Et désormais, on leur demande quelque chose de compliqué, qui est de participer à la compétitivité, à l'attractivité, sachant que personne n'est véritablement capable de définir ce que sont les limites de l'attractivité. En tout cas, sur les fonctions, elles se sont considérablement enrichies. On a évoqué d'ailleurs cette diversité, cette multiplicité, souvent s'en étonnant. Je crois que la troisième transformation est la plus importante, hein, c'est qu'il y avait un chef de gare et que désormais, il y a un autre métier qui est celui de gestionnaire de gare. Ce n'est pas exactement la même chose. Pour le monde de l'écosystème SNCF, ça veut dire que cette SNCF elle-même est plurielle, mais ça veut dire qu'elle est dans un environnement toujours davantage concurrentiel. Pour reprendre des mots qui ont été employés, hein, on peut rêver en gare, vous avez commencé là-dessus, hein, on peut rêver les gares, mais je terminerai par ce que vous avez dit plusieurs fois, parce qu'il ne faut tout de même pas les fantasmer.